Salut à tous, c'est Bismart. On est reparti pour une nouvelle semaine. Alors, nouvelle semaine d'ailleurs, au cours de laquelle on va faire pas mal d'émissions thématiques. Voilà, c'est comme ça. Là, on va commencer avec la grande distribution dans la foulée des rumeurs entre Carrefour et Auchan. Mercredi, on s'intéressera au capital développement. Et puis jeudi, les prix de l'électricité. Alors là, 1 heure sur les prix de l'électricité, les amis, ça va être un pur bonheur. La dernière centrale marginale, tout ça, machin, etc. Et tout. Remarquez, là, si on passe 1 heure sur les marges arrière, ça va être pas mal aussi, hein, parce que les prix de la grande distribution dans le genre, c'est aussi quand même à se tirer une balle. Évidemment, on en dira un mot. Les grands défis de la grande distribution, c'est parti pour 1 heure. Donc, c'est parti. Rodolphe Bonas avec nous. Salut Rodolphe. Bonjour Stéphane. Alors, président maintenant de Aristide Retail Technologies. Voilà, CACOM évolue et devient Exactement. Aristide Retail Technologies. Karine Sanouillet, bonjour Karine. Stéphane. Donc, toi aussi, consultante, hein, Karine. Respire Conseil, c'est ça? Avec une dimension, j'imagine... Une grosse dimension transition écologique. Transition écologique, toute ta carrière dans la grande distribution. Et puis Vincent Maillet. Salut Vincent. Bonjour. Directeur général de Havas Commerce. On s'est régulièrement parlé. Vincent, tu as écrit un bouquin sur Amazon. Et là, une étude très complète autour de Walmart, très intéressante. Donc voilà, on va pouvoir décrire tout ça. Ça existe encore? Je ne sais pas qui peut... Les marges arrière, parce que je pensais au prix de l'électricité et les marges arrière, ça existe encore? Oh oui, c'est habillé un peu différemment maintenant dans le dispositif, mais oui, en effet, il y a encore tout un mécanisme qui existe entre les distributeurs et les industriels qui leur permettent d'avoir des équations économiques sur lesquelles ils retombent un peu sur leurs pieds. Donc l'industriel paye sa place dans les rayons de la grande distribution? Paye sa place, mais ça rentre. Vous savez qu'aujourd'hui, les négociations commerciales sont encadrées dans le monde de la distribution, puisqu'en effet, on engage actuellement les premières conversations entre industriels et distributeurs à l'heure où je vous parle, et elles vont se terminer fin février. Dans ce dispositif-là, on doit encadrer la totalité de la relation, c'est-à-dire à la fois le prix, mais aussi tout le mécanisme commercial et promotionnel qui se joue. Et c'est bien là où on a tous les enjeux, parce que pour une raison très très simple, hein, c'est que après la proximité, le premier critère de fréquentation d'un magasin, c'est le prix. Donc mécaniquement, il va y avoir un peu bagarre, parce que celui qui a le bon prix, il aura les clients. Donc c'est pour ça qu'il y a encore ces dispositifs qui sont encadrés. Oui, avec une modification cette année, puisqu'on a la loi Egalim 2, qui... Ça commence. C'est complexe. C'est complexe. Mais c'est intéressant. En tout cas, la loi Egalim 2, qui donc est la suite de la Egalim 1, et qui ajoute une dimension qui devra obliger les distributeurs à répercuter les hausses, ou en tout cas les coûts des matières premières. Donc c'est tout simplement destiné à protéger les producteurs, les agriculteurs, à protéger leurs revenus. Et Leclerc, il a déjà dit qu'il n'était pas du tout d'accord avec ça, Karine. Il a été là chez Jean-Jacques Bourdin avec sa liste de courses, et il a égrené les hausses les unes derrière les autres en disant « Mes acheteurs auront pour mission de refuser ça ». Enfin, il veut faire barrage contre le Pacifique, là. Il y a deux choses. Il y a cette hausse des matières premières qui vient se surajouter sur un dispositif qui était conçu sans hausse des matières premières. Donc le débat repart. Maintenant, on imagine bien quand même que il y a une équation économique pour les industriels qui transforment ces matières premières qui leur coûtent plus cher. Il n'y a pas seulement les matières premières alimentaires, il y a aussi les emballages. Donc c'est un vrai sujet dans le prix de revient d'un produit. Et à un moment, on imagine bien que il n'y a pas de magie. Il faut bien répercuter le prix de ces produits. Voilà. Alors la question c'est est-ce que les consommateurs français sont prêts à payer un additionnel, c'est tout le problème, et qui met la classe politique un peu en émoi et en une situation pas forcément très confortable. Stéphane, un éclairage de chiffres, il faut savoir qu'en moyenne, c'est une moyenne, tout produit confondu dans l'alimentaire, lorsque vous achetez 100 € de produits alimentaires dans votre hypermarché ou supermarché, seulement 6,50 € en moyenne sont dédiés à l'achat de la matière première. Donc vous voyez, les hauts cris de Michel-Édouard Leclerc, c'est surtout là-dessus. Il dit, mais je ne comprends pas, pourquoi est-ce qu'on me répercute? Pourquoi est-ce qu'on demande 10% de hausse sur un paquet de pâtes? Non, mais ça dépend voilà. des produits. Exactement. Alors, j'arrive pas à croire que sur un paquet de pâtes, ce soit seulement 6% sur un paquet de pâtes, qui soit lié à la matière au blé. C'est assez faible. C'est-à-dire que si un paquet de pâtes qui vaut à peu près, on va dire, entre les 50 centimes ou 1 €, voilà, c'est ça, paquet, ça va dépendre. Ouais. Mais imaginons qu'on soit sur 1 €, pour être très précis, si vous avez 20% d'augmentation du prix
du blé dur, à partir de ce moment-là, vous aurez à peu près 4 centimes d'euros de plus sur votre paquet. Donc vous voyez que l'impact... Tout le reste, c'est le marketing, Vincent. Tout le reste, c'est de ta faute. Pas que, oui, un peu. Mais pas que. C'est le fabricant de prospectus qui dit ça. Je suis mort de rire. Mais bon, un mot là-dessus, Vincent. Vas-y, ça m'intéresse. Il y a un truc qui est important aussi là-dessus, c'est que quand on parle de marge arrière ou de comment en fait les distributeurs organisent finalement la négociation avec le fabricant, une des raisons qui fait que les prospectus aujourd'hui ne disparaissent pas, c'est justement parce que ça fait partie du panel d'outils de négociation et de mise en avant. Parce que vous avez finalement les rayons, ils sont pas illimités, donc vous avez beaucoup de marques qui essayent d'exister. Et le prospectus, par exemple, fait partie des solutions de négociation avec les acheteurs pour exister, non pas forcément dans le facing et dans le rayon, mais au travers du prospectus, d'avoir un peu d'existence et de surface d'existence pour vendre des produits. C'est ce qui s'appelle les services, la vente de services aux industriels. Voilà. Mais le prospectus, c'est le mais la principale raison, c'est le canard le plus lu de France. Enfin, moi, quand je faisais mes études de journaliste, on me disait le prospectus de Carrefour est le journal le plus lu de France. C'est surtout énormément d'argent. Donc, quand on dit, les distributeurs, les gens disent bon, c'est quoi l'alternative au prospectus? Il ne faut pas se dire quels sont les médias alternatifs au prospectus. C'est quel est le modèle économique qui permet finalement d'offrir les mêmes services et la même puissance et la même mise en avant que les prospectus papier aujourd'hui en alternative. Est-ce que le canal digital permet de faire ça? Aujourd'hui, non. Alors, encore un élément chiffré. Non, mais vas-y, on est en plein j'apprends plein de trucs, je suis ravi. Entre ce chiffre d'affaires promotionnel, ça représente entre 7 et 15% du chiffre d'affaires d'un distributeur alimentaire ou non alimentaire. Donc vous imaginez... L'ensemble de ce que Karine t'appelait les services associés à la vente des produits. Le plus gros des services. Oui. Il y a deux types de services. Il y a le service qui concerne plutôt la gamme de produits. Et le service qui concerne la promotion. Donc les prospectus, c'est le service qui concerne la promotion. Et c'est un peu piégeux parce que d'une part, les distributeurs doivent, enfin ça c'est normal, doivent avoir des services réels. Donc le prospectus c'est réel, on peut le toucher, on sait combien on en fabrique, on sait combien on en diffuse. Donc la tête de gondole, c'est réel aussi. La tête de gondole, c'est réel, mais quand vous avez un parc de 1000 supermarchés, qu'il faut aller montrer que vous avez bien fait les 1000 têtes de gondole dans les 1000 supermarchés pendant 10 jours ou 15 jours, c'est plus compliqué à prouver. La DGCCRF, il ne vous envoie pas des personnes dans les 1000 supermarchés. Donc le prospectus, c'est à la fois... pratique, tangible et efficace, parce qu'effectivement aujourd'hui, même si le digital prend de la place dans la manière qu'ont les Français et les consommateurs d'être au courant des produits, enfin des promotions, le prospectus c'est quand même beaucoup plus simple, voilà, on le trouve dans la boîte à lettres, etc. Il s'impose à nous, quoi. C'est ça. C'est ça le truc. Il faut pas aller le chercher. Voilà. Donc, alors que le digital, il faut aller le chercher. Exactement. Toutes les expériences, Stéphane, qui ont été montées en Suisse en particulier, qui à un moment a décidé d'éradiquer complètement le prospectus papier, ils sont très vite revenus dessus. Pourquoi? Parce que c'est un média qui commercialement est efficace. En Corse, il y a eu une expérience aussi il y a presque 10 ans maintenant, dans laquelle l'ensemble des distributeurs s'étaient accordés pour ne plus faire de promotion commerciale au travers du papier et au bout du course ils sont revenus parce qu'ils ont vu que cette absence d'attractivité commerciale elle avait un impact sur le chiffre qui était assez conséquent. Impact sur le chiffre et puis impact sur parce que la communication de l'innovation, enfin le dynamisme de l'industrie agroalimentaire, il est aussi entraîné par l'ensemble de ce que font aujourd'hui. On oublie aussi de dire que cette promotion commerciale, ça a aussi un impact sur le pouvoir d'achat des Français. Oui, mais ça, je vais te dire, parce que cette promotion commerciale, quelque part, il faut que quelqu'un la paye. Donc ça veut dire que ça se retrouve sur le prix du produit. C'est quand même à la fin, moi, si c'est gratuit, c'est toi le produit, c'est quand même à la fin moi qui le paye, ce prospectus. Même si c'est infinitésimal, je suis d'accord avec toi. Oui, mais la générosité offerte par les marques et les enseignes sur ces produits-là, elle a quand même un impact sur le pouvoir d'achat. Mais en même temps, on rentre là depuis une semaine dans l'expérimentation qui s'appelle WePub, qui a été décidée par la loi climat et résilience. Donc là, les collectivités territoriales vont devoir dire si elles ont envie de faire ce test WePub, c'est-à-dire que c'est un nouveau système où, au lieu de mettre Stop Pub sur la boîte aux lettres, le consommateur doit mettre WePub sur la boîte aux lettres, sinon il ne peut pas avoir de prospectus.
on rentre là. C'est pas ça. Phénomène inversé. C'est inversé. Donc voilà, donc le prospectus vient plus. Il faut dire je veux le prospectus. Et donc on rentre dans cette. Ça va être violent. On rentre dans cette expérimentation. Oui, mais alors le devoir de tous ceux qui défendent l'entreprise, la création de richesse, le dynamisme, l'innovation, c'est de mettre WePub. En fait, on va se reconnaître. Moi, je vais mettre WePub sur ma boîte aux lettres tout de suite. Vincent, tu m'es obligé de mettre WePub. Obligé. Je sais pas, c'est Encore. ton épouse et les enfants qui vont décider. Il y a un truc important qu'on dit rarement, c'est que le prospectus est le premier canal promotionnel. Ouais. D'accord. Donc dans une loi, avec la loi Egalim par exemple, on constate que ce qui est en train de se passer, c'est comme les niveaux de promotion sont limités, le prospectus permet dans un nombre de pages assez conséquent d'avoir tout un panel de promotions offertes aux consos. Contrairement à un produit à un prix fortement promotionné sur une affiche par exemple, Tout à fait. là on peut cumuler. Donc ça c'est un premier sujet. Un deuxième, c'est que finalement les enseignes qui sont les plus dépendantes du canal prospectus sont les enseignes qui font le plus appel à la promotion. Ben oui. C'est-à-dire celles qui ont une meilleure image-prix. Alors Leclerc est un peu paradoxal là-dessus parce qu'ils nous donnent une très bonne image-prix et ils continuent à utiliser fortement le prospectus. Mais finalement, les enseignes qui ont une très bonne image-prix pourraient, a priori, sur le papier, en théorie, j'aimerais dire en théorie, disait Woody Allen que tout est possible, mais en théorie, devraient pouvoir s'en sortir. C'est pas vraiment le cas. On s'aperçoit que, bien qu'étant un canal très promotionnel, finalement, même les enseignes qui ont une bonne image-prix continuent à en faire. Donc, Bon, c'est un sujet. alors, ouais, non, mais c'est. En fait, c'est ça qui va être formidable, c'est qu'on découvre à travers ce prospectus et tout ce qu'on pourrait encore en dire, que c'est une industrie. Que c'est une industrie qui est arrivée à une technicité qu'on ne soupçonne pas quand on est dans les rayons et qu'on pense que les gars sont en train d'aligner les paquets de pâtes justement un petit peu au hasard à la va comme je te pousse. Rentrons dans le dur là. Donc Carrefour Auchan, rumeurs, etc. Et quel est le prénom du patriarche de la famille Mullier là Gérard qui sort quand même pour que Gérard s'exprime. Voilà, il faut qu'il se passe quelque chose pour dire nous ne vendrons jamais Auchan, mais on est prêt à des partenariats, pourquoi pas avec Carrefour. De quel syndrome est-ce que c'est le symptôme? Le signe. En fait, oui, là, la réalité, tout d'abord, c'est que c'est à la fois surprenant et puis pas totalement. Sans rentrer dans les détails de cette opération, parce qu'on verra. Mais pour expliquer simplement une chose, c'est que Alexandre Bompard avait annoncé dès le départ, quand il est arrivé chez Carrefour, à dire le marché français de la distribution alimentaire aura besoin d'une concentration. Donc, qu'il y participe, à la rigueur, ça surprend personne. Tout à fait. Et puis, on connaît sa marque de fabrique. Quand il était à la FNAC, il a quand même lui qui a monté l'opération FNAC Darty. Donc, qu'il essaye de reproduire le système, c'est pas trop surprenant. Là, la réalité, c'est qu'en fait, on voit quand même qu'on a deux groupes qui sont deux groupes intégrés. Vous savez que le marché français est divisé en deux typicités d'acteurs, à la fois les franchisés, les indépendants, Leclerc, Intermarché, Système U d'un côté, et puis de l'autre côté les intégrés, Casino, Carrefour et Auchan. Et donc l'idée, c'est de dire que ces deux marques d'intégrés pourraient se réunir avec une marque de fabrique à l'intérieur même de ces deux groupes. C'est que ce sont deux groupes très très forts dans le modèle de l'hypermarché. Et c'est un peu ça, le point, avec un Carrefour quand même qui cette année, ça il faut le souligner, a réussi à redonner des couleurs à son modèle de l'hypermarché. Donc on peut comprendre qu'il est entamé ou pas, on ne sait pas, mais entamé de premières conversations avec Auchan pour leur dire écoutez, on a une recette, est-ce qu'on ne pourrait pas la partager? Rodolphe, c'était assez simple. Alors je ne sais pas mes confrères du Monde, mais à partir du moment où avec Casino, c'est même plus la peine d'en parler parce que c'est un problème d'homme entre les deux patrons ou l'étranger, tu n'as plus le droit puisque c'est stratégique. Bon, et où avec les indépendants, tu ne peux pas le faire. T'as raison. Voilà. L'affaire est dite. Mais est-ce que c'est ça, c'est le malaise de l'hyper, le syndrome de l'hyper qui est l'idée aujourd'hui? Il y a un sujet de croissance de Carrefour, de Carrefour et de. Oui, c'est ça, d'aller chercher de nouvelles parts de marché. On est sur un marché qui est flat depuis plusieurs années parce que la population ne grossit pas en France, donc il n'y a pas de raison qu'on mange plus. Les prix n'augmentent pas non plus, donc si on veut aller chercher de la croissance, c'est forcément de la croissance externe. Bien sûr, il pourrait
aussi recréer des magasins ex nihilo, mais ça devient de plus en plus compliqué de trouver des emplacements, voire impossible avec les lois sur l'artificialisation des sols. De toute façon, voilà. Donc, il n'y a pas tellement d'autres solutions pour aller chercher de la croissance que de soit s'allier, soit faire une fusion. Enfin voilà, après on ne sait pas quelle forme ça prendra. Mais c'est pas des bonnes fusions, ça, Karine. Ça veut dire parce que tu sais, tu disais, Bompard le dit depuis, mais les opérateurs télécoms, ils le disent depuis. Tu vois, 20 ans, à un moment. La fusion de deux groupes qui vont pas très bien et qui savent pas comment chercher de la croissance, ça donne jamais quelque chose de très efficace. C'est un modèle en fait. Si on fait un peu de la projection, c'est quand même un modèle où l'hyper, où on fusionne les deux. C'est un modèle où l'hyper est très présent et très puissant. Ouais. Et donc du coup, c'est pas le modèle. Enfin, c'est pas forcément le modèle de l'avenir. Les grands hyper aujourd'hui. On en est sûr de ça. Aujourd'hui, ça va plutôt vers des petites structures, des moyennes structures, sachant que le modèle économique de l'hyper, il fonctionne quand le non alimentaire est puissant. Parce que l'alimentaire, il y a un moment où vous avez 15 choix d'avocats et de tomates, ça va pas beaucoup plus loin que ça. Tout à fait. Donc il passe par un renouveau du non alimentaire. Et aujourd'hui, moi je connais pas d'hyper qui est réinventé à ce point le non alimentaire qu'on se dit waouh génial, les gens vont retourner. Leclerc il tient. Oui, mais et Leclerc il dit c'est mon Amazon en 3D. Oui, mais c'est pas des grands hyper. Perdez pas de vue que le format aujourd'hui, c'est autour des 10 000 m² en fait, on va dire. Un peu en dessous. Et de quoi on parle pour Carrefour Auchan? En fait, ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est la définition de 20 000. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est en fait les deux enseignes qui ont les plus avec gros un non supermarchés. alimentaire forcément dans la surface qui est très pesante, c'est-à-dire qu'il faut énormément de rayons non alimentaires dans ces surfaces pour les rentabiliser. Et puis ça fait des années qu'on dit que ce soit Carrefour, Auchan, que ces hyper-là, quand ils vendent un téléviseur par exemple en rayon, ils perdent de l'argent. Parce que la concurrence du digital est forte, les marges sont tellement faibles que vendre un téléviseur, c'est-à-dire mettre en place une organisation de la livraison, un vendeur, un conseiller, machin, fait qu'ils perdent, c'est de l'EBIT négatif aujourd'hui. Donc la difficulté du modèle aujourd'hui hyper, elle est là. Et donc l'idée c'est non mais attends, ça m'intéresse juste finir ça parce que l'idée donc de l'hyper, c'était en fait j'attire le chaland en disant il va absolument tout trouver, je vais perdre de l'argent sur le téléviseur, mais je vais me récupérer sur autre chose et en fait là il n'y a plus rien sur quoi se récupérer, c'est ça le... Si, parce que les parts de marché alimentaire restent à peu près stables. Oui, mais avec des marges qui sont... Non, enfin c'est là-dessus qu'ils gagnent de l'argent. Alors après, il y a une difficulté qu'évoquait mon camarade tout à l'heure, mais je veux dire, aujourd'hui c'est le poumon de la grande distribution alimentaire, et notamment des hyper, ça reste l'alimentaire. Après, le non-alimentaire permettait d'augmenter les paniers. D'accord. Alors, les hyper font toujours 40% des dépenses des Français pour leur alimentation. Donc on parle bien là des grands hyper. Hein, les hyper, Leclerc. Tous hyper confondus. D'accord. Donc au-dessus de 10 000 m². Non, le point, c'est ça, c'est que on a une définition en France de l'hypermarché qui dit un hypermarché, c'est au-delà de 2500 m². Mais en fait, la réalité, c'est que le modèle entre 2500 mètres et 20 000 m², c'est plus du tout le même magasin, c'est plus du tout le même modèle économique, c'est plus la même histoire. Ouais. Et ce qu'on a bien identifié, c'est de dire que, ce que dit Vincent est tout à fait vrai, c'est que en fait, on se rend compte que la frontière, elle est entre 8 et 10 000. C'est-à-dire que... Frontière de rentabilité. Oui, non, de performance. De performance. Ça ne veut pas dire que les autres sont pas rentables. Non alimentaire. Exactement. Et donc, à partir du moment où on bascule dans les 10 000, on arrive à une logique dans laquelle on va au-delà d'un alimentaire et d'un non-alimentaire de dépannage. On est obligé d'avoir des rayons non-alimentaires puissants, c'est-à-dire dans la TV, IFI, vidéo, la déco. Il faut qu'il se passe quelque chose sur ces rayons. Il faut qu'il se passe quelque chose. Et à ce moment-là, on se rend compte que la concurrence du digital vient bousculer, chahuter le modèle économique. C'est pour ça que sur ces dernières années, juste pour préciser ce point-là, c'est ce qu'on n'avait jamais vu se faire en France, c'est que des très gros hypermarchés ont commencé à fermer des mètres carrés, c'est-à-dire à réduire leur surface de vente en disant attends, moi je peux pas faire face à ce modèle-là. Karine. C'est une question de trafic en fait dans ces très grands magasins. Il y a un trafic qui diminue, enfin des clients qui viennent moins, parce que d'abord les gens ont moins envie que dans les années 80-90 d'aller passer la demi-journée en famille dans l'hypermarché. Voilà, ça c'est fini. Donc il y a une problématique de trafic. D'autant qu'effectivement, comme disait Rodolphe, il y a des alternatives pour acheter le non-alimentaire sur Internet, en e-commerce. Donc, c'est des modèles qui deviennent plus fragiles. Même si ça reste une part très importante encore de la consommation des Français. On n'est pas en train d'avoir un effondrement des hypermarchés. Mais c'est vrai que les Français habitent de plus en plus en ville.
c'est plutôt les formats moyens ou petits qui sont en centre-ville et plus les formats de périphérie pour lesquels il faut prendre la voiture pour aller faire les courses. C'est ces formats plus petits en ville, là où se trouvent les gens, qui ont de la croissance aujourd'hui. Vincent, leçon de Walmart là-dessus? Alors, le son de Walmart. Mais enfin pas. Non. Elles sont très très nombreuses. Mais juste sur les hyper. Alors, Walmart, alors d'abord, il est très fort. Ils sont très forts sur le non alimentaire. Walmart, c'est assez bluffant d'ailleurs parce que. Mais justement, ils ont des solutions. Eux, ils ont trouvé des solutions. Ils ont des solutions. Après, ils souffrent, mais comme tout le monde, mais ils ont des solutions. Le truc qui est très intéressant, c'est quand vous visitez un hyper Walmart, vous avez l'impression que l'alimentaire a été restreint par rapport à la France. C'est-à-dire que la surface de l'alimentaire en France est bien supérieure à l'équivalent d'un hyper Walmart aux États-Unis. Ils sont très forts sur le non-alimentaire, notamment sur les prix. C'est absolument bluffant. Ils sont très très forts sur les prix. Globalement, Walmart. Mais c'est la masse, la puissance qui fait ça, justement. C'est parce que c'est combien? C'est 550 milliards de dollars de chiffre d'affaires? C'est 550. Mais 550, ouais. Ce qui est assez intéressant, c'est que en gros, Walmart a toujours eu une espèce de relation avec les Américains. Et notamment les ruraux, parce que vous allez à New York, chercher un Walmart à New York, faut prendre la voiture, vous n'y allez pas à pied. Donc, notamment avec les ruraux, qui a toujours été très forte. C'est-à-dire, il y a une relation de partenariat qui est absolument incroyable. Il y a un contrat qu'ils ont réussi à renouveler alors. Qui a toujours depuis été 50 ans, 60 ans. Qui a toujours été là. Il y a un contrat de confiance sur les prix qui est monstrueux. Alors moi, la dernière fois que j'y étais, c'était premier sur les prix. Ils s'engageaient à être les premiers sur les prix et ils montraient, ils montraient des études qui justement prouvaient qu'ils étaient les premiers sur les prix. Donc ça, c'est un sujet. Et puis, il y a un truc qui est en train de se passer, en fait. Vous regardez dans le monde l'évolution du retail. Vous avez ce que j'appelle les digitaux natifs, donc les Amazon, les Alibaba, les Flipkart en Inde, voilà, les JD.com, les Rakuten, etc. Ces gens-là sont des énormes marketplaces, notamment sur le non-alimentaire. Et vous avez le développement du discount, c'est-à-dire les Lidl, on en parlera tout à l'heure, mais les Lidl, les Aldi, qui en France progressent de façon phénoménale. Enfin, pas qu'en France. Phénoménale. Ah si, ils font. Bon, mais attends, et justement, on ne pas tous les tiroirs. Restons sur Walmart. Ce que je veux dire par là, c'est que le prix, en fait, reste toujours un gros driver. Ouais. C'est-à-dire l'engagement sur les prix sur toute une catégorie de population. C'est-à-dire vous avez effectivement les urbains. Bon, les urbains, eux, peuvent se permettre, ils ont tendanciellement des moyens un peu plus importants que les ruraux, mais on voit bien que les gens qui finalement consomment Internet aujourd'hui, c'est des familles périurbaines avec enfants, c'est plutôt des gens où le couple travaille, l'homme et la femme, et ils ont des revenus. Et puis que les catégories qui sont des clients de discount, donc des enseignes comme Action, comme la Foire Fouille, comme Walmart aux États-Unis, comme Lidl, comme Aldi, ces gens-là surconsomment moins le canal digital, font pas livrer spécialement, achètent moins de non-alimentaires sur le digital et continuent à fréquenter les magasins. Ça veut dire que cette promesse prix là, parce que et on en parlera aussi, c'est-à-dire Walmart, quand on s'intéresse à Walmart depuis 5-6 ans, c'est sans arrêt sur des sauts technologiques. On a raconté l'espèce de petite course avec Amazon sur qui allait remplir ton frigo, le premier, etc. Ouais. Ce que tu dis, c'est ok, tout ça c'est très bien. Ouais. Simplement, c'est la promesse toujours tenue d'une relation au prix qui est indéfectible. La signature historique, c'est comme Leclerc en France. C'est Save Money, Live Better, c'est-à-dire économiser de l'argent, vivez mieux. Et ils sont sur le bien-être des Américains. C'est-à-dire que pour ça d'ailleurs que, alors il faut savoir qu'en plus Walmart c'est plutôt donc c'est l'Arkansas à l'origine, donc c'est plutôt des gens qui sont républicains. Et Doug McMillon par exemple, c'est totalement déconnecté de Trump. Ça faisait partie des soutiens de Trump parce que pour lui tout le phénomène Black Lives Matter, en fait, d'accord, était une agression pour les clients de Walmart qui sont des clients plutôt d'origine africaine, pardon, en tout cas noire américaine. Et nous on a le droit de le dire. Avec des revenus plutôt faibles, plutôt voilà. Donc Douglas McMillon, c'est le gars en fait qui a un gars de l'interne en plus, c'est assez l'histoire. La relance de. Il a démarré stagiaire et il est aujourd'hui patron. Juste pour rebondir, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis on a cette réalité, c'est-à-dire qu'on a une véritable contre-attaque organisée face au phénomène Amazon, qui est à la fois Walmart, qui est une vraie démonstration et qui est assez puissante. Alors, on a une densité commerciale qui est très différente aux États-Unis
qu'en France. C'est-à-dire qu'en France, D'accord, mais il y a 10 ans, personne ne pensait qu'il résisterait comme ça. Personne. Voilà. Exactement, et c'est pour les raisons qui ont été évoquées, c'est cette performance du prix, parce qu'il n'y a pas d'autre choix que ça. Ouais. C'est pas ça qui fait. Et l'autre, c'est Best Buy. C'est-à-dire qu'on a aussi Best Buy qui a contre-attaqué massivement les fondamentaux d'Amazon et qui est venu chahuter finalement et essayer de corneriser au maximum quelque part ce géant du digital pour essayer de faire en sorte de lui dire attends, le carrelage a encore de beaux jours devant lui. Et c'est assez vrai. Hein. C'est ce que disait Vincent, c'est très très vrai. On voit le commerce américain et les Américains finalement avoir pas un scepticisme, mais une vraie alternative se proposer à eux. On est moins dans le tout Amazon. Et là aussi, c'est le prix. Le prix, bien sûr. Voilà. Il n'y a pas d'autre choix. Ça. Et enfin, on en reparlera, une qualité de service, livraison, etc. Mais c'est le prix. Karine ? Oui, Walmart, c'est tout de même est en train de faire sa mue quand même sur l'aspect digital livraison. Oui. Ils ont lancé un programme qui s'appelle Walmart Plus, qui est un programme d'abonnement. On va y aller sur les abonnements après la pub. Et qui a un grand succès. Et qui, je crois que c'est $12 par mois, avec la livraison comprise et des avantages autour de la livraison. Donc ils évoluent quand même très largement. Ils étaient effectivement un modèle qui était everyday low price, pas beaucoup de promos. Alors, pas de connaissances clients, tout ça, les histoires de cartes de fidélité, c'était pas du tout dans leur truc. Ils évoluent pour faire face à Amazon et avec un certain succès, parce que je pense qu'ils y ont mis les moyens. Alors tu disais, parlons-en maintenant, et puis ensuite on marquera la pause, le hard discount. Moi j'ai l'impression qu'on reste sur des parts de marché qui sont toujours les mêmes. Bon, faut surtout pas dire ça. Vas-y. Ce qui se passe, c'est qu'en fait on voit déferler un modèle qui est assez passionnant quand on regarde de près, c'est le modèle Lidl. Modèle Lidl, c'est... Lidl, c'est quoi? C'est 6, 7, 8% du marché aujourd'hui. Oui, mais c'est parce que ça a démarré à 1,5. Ça progresse. Ce qu'il faut voir, c'est que depuis presque 3 ans, je vais peut-être dire des bêtises, mais en tous les cas, c'est une conquête de part de marché tous les trimestres. C'est vraiment une croissance continue. Non, ça fait très mal. C'est du grignotage permanent. Ce qui évolue, c'est Attends, Vincent va finir et puis je te... Non, le secteur hard discount n'évolue pas. On est même plutôt... on a baissé depuis 2008. C'était monté à 2008, c'était monté à 14% au moment de la crise. On est plutôt à 11% aujourd'hui. En revanche, il y a eu des disparitions d'enseignes. Il y a Dia qui a disparu, par exemple. Donc Lidl, au contraire, a beaucoup investi en France. Elle dit aussi. Donc ces deux enseignes-là, elles gagnent des parts de marché, mais sur un marché lui-même qui n'évolue pas. D'accord, je comprends. Ok. Alors, Vincent, je comprends ce que vous voulez dire, mais il y a un point qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est-à-dire que si vous regardez Lidl, c'est un modèle de pur discount, on va dire. Façon Europe du Nord. C'est-à-dire que là, pour le coup, on est dans du prix. Les produits sur les palettes, on y va. Quand même, à l'époque, c'était limite trash, d'ailleurs. Tout à fait. Chez un Lidl, vous disiez waouh. Et en gros, ils ont fait un trajet qui est assez intéressant. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire attention à pas trop les cornériser. C'est qu'on voit que l'expérience magasin, qualité produit, puis surtout les non alimentaires. Ce qui est hallucinant d'ailleurs. Là, moi, pour le coup, je trouve ça absolument à raconter. Je trouve ça absolument fabuleux. C'est que donc ils ont fait monter en gamme l'expérience alimentaire, donc avec du pain cuit sur place, avec des choses assez intéressantes, toujours en gardant cette idée prix. Et puis des magasins de plus en plus sympas. Et puis alors, ils font un truc qui est absolument incroyable, c'est que ils ont des produits non alimentaires. Vous savez, le fameux robot cuiseur, le vélo, la petite tronçonneuse à bois, etc., à des prix qui sont absolument canons. Et sur lesquels ils communiquent, et donc ils font venir... Et donc là, ils font des opérations de déstockage, quoi. Ils font des opérations de déstockage, arrivage, on va dire, des coûts. Qui cartonnent. Donc en fait, ils ont gardé finalement l'esprit qu'il y avait dans les hyper à l'époque. L'hyper vous faisait venir parce que la promo sur l'appareil photo, le vélo ou l'autocuiseur était tellement canon que vous aviez envie de vous l'acheter et donc vous alliez en hyper. Et puis vous faisiez vos courses alimentaires. Et finalement, Lidl a gardé cette recette, mais sans avoir des rayons, ce que vous disiez tout à l'heure, sans avoir des rayons absolument incroyables à gérer avec des télés, des centaines de télés, des centaines de vélos, des machins, des trucs. Logique de coût. C'est une offre extrêmement courte, extrêmement limitée, des prix canons et toujours ce produit d'appel. Et donc vous avez des gens qui vont aujourd'hui chez Lidl pour acheter le produit d'appel parce que le robot est à 200 €, là où chez Vorwerk, l'équivalent, il doit être à 800 ou 1000. Et donc vous y allez parce que vous dites tiens, il y a une super affaire à faire en non alimentaire. Et puis boum, vous achetez l'alimentaire. Raison pour laquelle je ne sais pas et je ne pense pas qu'aujourd'hui on peut qualifier Lidl dans un marché du hard discount. Je pense qu'il a quitté Ils en sont sortis ce monde du hard discount, voire même du discount pour aller
vers ce qu'on appelle des enseignes à dominante de marque propre. Alors ça ne veut plus rien dire, mais Si, on comprend bien. c'est clairement non mais Il n'y a pas les grandes marques. voilà, mais ça on veut, sait, ça hein, veut dire je c'est un peu le dispositif et on retrouve ce confort d'achat, une qualité de service, une efficience aussi dans l'achat. Donc c'est vrai que c'est un modèle, ça y est, c'est une force Donc de c'est soft. qui le hard discount alors? Le hard discount, Il alors, devient très réduit alors à ce moment-là. Alors, il devient- Lidl est en train de se faire dépositionner par Aldi. par exemple. exactement. Alors ça, c'est c'est très intéressant. C'est en quoi la nature a horreur du vide. Ouais. Hein, ça veut dire quand on annonce en France l'arrivée de Merck et cette enseigne, alors là, de super hard discount russe, où là, pour le coup, on bascule dans un côté soviétique C'est de la vrai. consommation. C'est vrai. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, eux, ils ont regardé le marché français, ils ont dit, Lidl quitte son Tous en territoire. bourgeoise. Ouais, je comprends. Moi, je vais continuer. En même temps, Karine. pourquoi Lidl a fait ce déplacement et que Aldi, à mon avis, le fera aussi, c'est que c'est ce qu'attendent les consommateurs. C'est-à-dire qu'en France, il y a moins d'envie des consommateurs, même de ceux qui ont moins de moyens, d'aller dans des magasins comme ça où c'est quand même pas gai, quoi. Et en France, il y a aussi de l'aide alimentaire. Donc en fait, les gens qui ont vraiment des difficultés pour manger, il y en a qui mangent avec l'aide alimentaire, partiellement ou complètement. Ceux qui peuvent se permettre. Ah oui, je d'aller dans des comprends ce que tu dis, magasins, c'est intéressant. C'est-à-dire c'est étroit en fait. entre tous nos systèmes sociaux, on va dire ça comme ça, effectivement, la puissance des restos du cœur, qui a peut-être pas d'équivalent Exactement. ailleurs en Europe, j'en sais rien, mais enfin c'est très 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 puissant. En fait, le créneau du super hard discount devient très étroit. Exactement. Ah. Et puis, Bon, on est un mot, parce qu'il faut qu'on marche une juste pause. pour dire, mais je suis entièrement d'accord. Il y a aussi cette idée en France que en France, on est quand même un pays d'agriculteurs. Donc la qualité du produit, bien manger en France, ça reste quand même un argument important. Donc acheter des produits de qualité et donc les payer un peu plus cher, c'est quelque chose qui est accepté en France peut-être plus que dans d'autres pays. Et alors, abonnement, qui veut? Je ne comprends rien. Donc, ah oui, non, franchement, là. Essayer d'éclairer. Donc, j'ai été regarder Monopflix. Oui. Opérer une rétention du business acquis. J'ai adoré, j'ai lu un article, c'était des trucs de consultants, tu sais. Nous allons opérer une rétention du business acquis. Ouais, enfin d'accord, mais tu le payes, quoi, ton business acquis. Donc ça veut dire que tu vas perdre la marge sur ton business acquis. Alors- Formule d'abonnement, alors. Donc, formule d'abonnement, vous avez sans doute vu ça. Vous payez donc un abonnement de quoi? 10-12 euros. 5-6 euros. Là. 5-6 euros parfois, et vous avez des réductions qui sont parfois, enfin je crois que c'est Casino, c'est 10% sur toutes les l'ensemble de courses, ton et panier de courses. 15% quoi. sur les marques distributeurs pour Carrefour. Ça fait des belles 10% sur les courses, le père de famille nombreux que je suis, ça peut représenter... Ça fait des sous. Ah oui, oui, En oui, fait, oui. La réalité, c'est que là, la grande distribution alimentaire française court derrière un rêve, qui est de se dire, finalement, est-ce que on peut faire évoluer notre modèle, un peu à l'image d'une enseigne très connue et qui présente d'ailleurs en France, qui est Costco, qui finalement a monté tout son modèle économique sur une logique d'abonnement, c'est-à-dire vous payez une carte. Et cette carte vous donne accès au magasin et à partir de ce moment-là, l'ensemble des revenus, c'est-à-dire la contribution au résultat de l'enseigne vient de la carte et du coup dans le produit, on peut offrir des produits à des prix qui sont finalement sans marge, tapés au maximum avec des logiques d'enseigne qui sont complètement différentes. Et donc c'est Non, ce mais qu'on est en train de Rodolphe, tester en on va France. être d'accord, je vais le dire très franchement. Oui. Pour que ça marche, il faut que ce soit une escroquerie. Non. Pour que ça marche, il faut que j'ai l'impression... Mais non. et pour que ça marche, il faut que le magasin récupère sur mon panier davantage Non, que ce que je vais... C'est pas forcément Payer en abonnement. C'est pas- Finalement, l'objectif, c'est que De vous fidélité. faites vos courses une fois chez Leclerc, une fois chez Carrefour. En prenant l'abonnement, ça va être 2 fois chez Carrefour. D'accord. Donc c'est mais, pas forcément une escroquerie vis-à-vis du consommateur, mais c'est un hold-up vis-à-vis des Le concurrents. mot important, là, vous avez lu tout à l'heure, c'est rétention. Rétention. Voilà. Et en fait, dans ce mot-là, il y a à peu près tout ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous cherchez à fidéliser vos clients. Vous cherchez à la fidéliser sur des produits. Là, on parle de produits récurrents, donc ça va être quoi? L'eau, la lessive, voilà. un certain Alors, nombre non. de produits. Ça veut dire que c'est pas le cas. Et là, je, Non. je Si, tombe si, des nues. ça l'est. C'est pas le cas dans la grande distribution. Non. Moi, j'avais l'impression qu'on Très était grande- massif. Non, en fait, le point, c'est que On va les pas cartes... tous faire nos Non, courses dans le les- même supermarché. Non, les hyper- cartes de fidélité actuelles, en moyenne, les Français ont 2,5 cartes en moyenne dans leur portefeuille qui sont actives. C'est-à-dire que d'un côté, je vais acheter mon frais dans telle enseigne, de l'autre côté, je vais une fois dans l'enseigne qui est proche de mon lieu de travail, une fois proche de mon domicile. Ok. Donc en fait, cette hésitation permanente, Il n'y a pas une seule. fréquentation voilà, exactement. dans le fait. Il y en a plusieurs, forcément. Cette hésitation permanente, elle a finalement un coût. Et donc la mise en œuvre de cette logique d'abonnement, tout d'un coup, elle permet
Elle rend captif. Elle rend captif et elle permet d'empêcher la volatilité de la clientèle. Voilà. Et ça c'est un vrai gain. Et même, c'est pour ça que derrière tout ça, il y a même des réflexions de modèle. Ce qu'il faut comprendre, c'est le modèle de la distribution traditionnelle qui consiste à faire achat, revente, marge, c'est-à-dire j'achète, je revends, je prends une marge. Lorsque je bascule dans un mode d'abonnement, finalement, je me mets dans une condition de dire attends. Finalement, tout mon modèle économique, en fait, je peux tirer un profit de mon activité différemment de ce que je faisais initialement. Alors, c'est ça ce qu'on cherche à faire. Et on se rend compte que Costco, quand même, est une des enseignes au monde qui est une des plus rentables avec son système. C'est beaucoup de modèles d'enseignes qui y vont, puisque le Fnac Darty a aussi lancé des modèles d'abonnement. Ah oui, tout le monde y va. Cette année. Voilà, moi, l'étonnement que j'avais dans la proposition de Carrefour, c'est qu'il n'y a pas de livraison. Alors que c'est un vrai sujet. On va y aller après sur la livraison. On va y aller après. Tu voulais rajouter quelque chose sur sur la rétention du business acquis? Ce que je voulais, la rétention du business acquis. Mais c'est vachement important parce que, en fait, non, mais la phrase est vachement importante, même si elle est écrite un peu, effectivement, voilà. À mon avis, par un de tes confrères. Je sais pas, je ne veux pas critiquer mes confrères. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un enjeu qui est important, c'est la fréquence de visite. Ouais, c'est ça. Et donc, à la fréquence, vous pouvez associer immédiatement un panier moyen et donc vous multipliez du chiffre d'affaires. Donc, le fait de mettre en place de l'abonnement, c'est une façon sur des produits essentiels, d'accord ? En plus, sur des produits essentiels ou des produits de MDD, donc des produits finalement de fonds rayon, plutôt du quotidien, etc., vous augmentez la fréquence de visite de vos clients. Donc finalement, ce que ça peut vous coûter, quand la question où est l'escroquerie, je comprends. Ce que ça peut coûter en relatif à l'enseigne, finalement, elle va le récupérer sur le chiffre d'affaires qu'elle va faire sur ses clients en gagnant la fréquence. Les échos que j'ai, c'est que les Français ne s'y trompent pas parce que les formules sont assez successful. Apparemment, les enseignes qui testent le modèle dans l'alimentaire sont assez satisfaites de ce qu'ils ont mis en place. Je te confirme que quand tu vois la formule, tu te dis où est le bug. C'est-à-dire que si tu n'as pas tous les éléments d'information que vous venez nous apporter là, tu dis là où c'est génial, c'est qu'il y a un sujet. En termes de volume sur un certain nombre confère la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur les RFA et les gains et les marges des enseignes. Je veux dire, quand vous arrivez à mettre en place de l'abonnement, des gros volumes d'abonnement, et donc finalement à vous engager sur des abonnements vis-à-vis des industriels, enfin vous rentrez aussi dans des logiques qui sont plutôt vertueuses. Ce qui me fait penser d'ailleurs qu'on va faire une émission sur l'économie de l'abonnement, parce que ça aussi c'est quelque chose de Netflix à Carrefour, en passant par les licences digitales. Il y a là un truc extraordinaire. Cette économie de l'abonnement qui met terriblement à mal tous ceux qui ne peuvent pas l'être. C'est-à-dire que lorsqu'on parle du textile, du voyage ou même encore de la santé, finalement on voit très bien que c'est souvent ces secteurs qui sont les variables d'ajustement. T'as raison. Plus on est dans l'abonnement, finalement, oui, parce qu'après, c'est ça. Parce qu'après c'est du revenu libre qui se réduit. Plus on est abonné, c'est de la dépense contrainte. C'est de la trésor. Oui, c'est de la trésor pour celui qui lance la formule, mais pour le consommateur, ça fait encore moins de possibilités d'arbitrage, c'est ça, que sur son revenu disponible. Oui. Exactement. Après, sur l'alimentaire, c'est vrai que c'est une vraie question. C'est que le consommateur, il perd une chose, c'est sa liberté. Ouais. C'est un vrai changement de modèle pour les distributeurs de GSA, parce que à un moment, ils n'ont plus la même relation avec le client. Ils rentrent dans une relation grande surface alimentaire. Ils rentrent dans un modèle qui est un peu celui des opérateurs téléphoniques. Et on peut dire que la relation client entre les consommateurs et les opérateurs téléphoniques, c'est pas la meilleure relation qu'on puisse souhaiter. Donc il faut faire juste attention que quand on rentre dans un modèle d'abonnement, ça change complètement le contrat de la marque avec son client. Donc c'est un point de vigilance. C'est ça. Si je suis abonné et j'ai renoncé à ma liberté, il faut que je trouve ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie. Tu as intérêt à être bien achalandé. Et il y a un niveau de service qui doit être excellent. C'est l'autre truc derrière, c'est les livraisons. C'est-à-dire que... Alors, je réfléchissais à ça, je me disais, tiens, est-ce qu'on est passé de... Donc, Bompard débarque à la tête de Carrefour et c'est Act for Food. Et j'ai l'impression qu'on est passé, en fait, de Act for Food, c'est-à-dire du produit, à la façon dont on nous l'apporte. C'est-à-dire que la bataille, elle se fait maintenant davantage sur la livraison et l'ensemble de ces éléments-là. Non, tu es sceptique sur ma trouvaille dont j'étais pourtant très fier. Ouais, non, mais en fait, vas-y. Non, c'est un continuum cette affaire-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que aujourd'hui, c'est vrai
qu'on ne peut plus avoir de rupture entre la promesse que l'on tient et le service que l'on va rendre. Ça, c'est une réalité. On est tout à fait d'accord pour dire que de plus en plus, et c'est aussi un peu terrible, c'est-à-dire la course à la conquête de parts de marché a mis un certain nombre d'acteurs, et en particulier dans le domaine de l'alimentaire, à ne pas valoriser des logiques de service. Si on parle du Drive, par exemple, qui est un dispositif qui économiquement est absolument incroyable, c'est une bonne affaire pour un consommateur, parce que finalement, il va avoir le même prix de ses produits alors qu'il ne va plus les choisir dans le rayon, il y a quelqu'un qui le fait à sa place. Donc on voit bien que le service, là, ici, a une valeur de zéro, parce qu'on se dit, il faut qu'on arrive à conquérir des parts de marché. Donc, à la question de dire, on bascule d'une notion d'acuité et d'attendu sur la qualité des produits à une logique de service, je dirais pas ça, parce que la qualité et l'attendu de ce qu'il y a dans les produits, ça, c'est un phénomène sociétal lourd, c'est-à-dire, et qui va irriguer l'ensemble qui est en train de ruisseler. C'est-à-dire, si on parle souvent de stratégie de ruissellement, là, pour le coup, on voit très bien que ça irrigue la totalité des couches sociales de notre pays. Ça, qui nous ramène à la discussion qu'on avait sur le ultra hard discount. Exactement. Voilà. Je suis absolument d'accord. En France, et le Covid a accéléré les choses. L'attente de santé et d'impact environnemental par les consommateurs dans leurs achats, c'est devenu quelque chose d'extrêmement important. Sur la santé, vrai que ça, Karine On a démarré en parlant du prix. Je vais faire mon Michel-Édouard Leclerc de base, mais... Oui, mais 60% des consommateurs disent que dans leur acte d'achat, ils prennent en compte d'une manière ou d'une autre. Alors certains, c'est avec le local, d'autres, c'est avec le bio. Voilà, chacun a son... Et pas sur tous les produits, Stéphane. Ça veut dire quoi? Ça veut dire cette conscience, elle est partout, mais elle est de manière un peu matricielle. Elle est un peu irriguée partout. Il faut arriver à suivre entre les Nutri-Score, les Eco-Score, etc. Bon, oui, tout à fait. Mais c'est un phénomène qui est très important, qui est aussi amplifié par les médias, parce que c'est devenu vraiment un sujet mainstream, bien mangé, bien consommé. Et donc, ça devient assez central chez les distributeurs, voire très central si on parle de Carrefour. Et chez les industriels, je regardais les lancements de produits dans l'agroalimentaire ou la grande conso, c'est 8 sur 10 qui ont d'abord un bénéfice autour de l'impact environnemental ou santé. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'innovation, c'est plus pratique, c'est mieux. Oui, c'est ça. C'est mieux qu'en tube. C'est vraiment un argument moins d'impact ou santé. Voilà. Donc c'est mainstream. Juste pour illustrer, parce que je vais revenir sur les livraisons. On n'aurait pas imaginé quand même de retrouver sur nos écrans de télévision en publicité une grande marque de fast-food international, faire une pub entière sans présenter un seul de ce produit, en ne présentant exclusivement que ses actions sur l'aspect environnemental et social. Tu parles de qui, là, de McDo? Exactement. Ouais, mais il y a un moment qu'ils font ça, McDo. Non, mais là, c'est la première fois qu'ils ne parlent que de ça. Il n'y a pas de produit à côté, il n'y a rien. Ça, c'est quand même, ça veut dire qu'à un moment... Bon, mais ça, c'est un autre sujet, mais ils ont une telle puissance. À un moment, ils te montraient juste le Big Mac sans aucun logo, sans rien, ça suffisait aussi, quoi. Ils sont tellement identifiés. Les livraisons, Vincent, ça t'intéresse? Non, parce que je regardais, là, Cajou, Getir, Gorillaz, Flink, Picnic. Alors ça, c'est un tout nouveau modèle, ça, Picnic. J'ai vu ça, le modèle qui vient de Belgique. Hollande, non? Ou de Hollande, enfin... C'est pareil. C'est les mêmes. Même pas. Mais c'est pas loin. Non, il y a justement une sacrée frontière. Oh là là, au milieu de la Belgique. Ils vont ringardiser le drive, en fait? Oui, c'est possible. Oui. C'est possible. Ils vont. Moi, je pense que. Vas-y, Vincent. Je pense que la norme demain, c'est la livraison. Et que la part congrue, ce sera d'aller en magasin. Oui, mais ça met par terre, parce que tu plaisantais sur mon titre, les défis de la grande distribution. Ouais. Quand Leclerc, je voyais ça, Leclerc est numéro 2 du e-commerce devant Cdiscount, grâce évidemment au drive. Si jamais le drive devient ringardisé, le drive va pas se ringardiser. Le drive peut devenir aussi un point de base pour aller livrer les gens. Ça commence à être le cas. D'accord. Je pense qu'il faut séparer. Il y a deux configurations. Il y a les villes, les centres-villes, et les banlieues ou la province. Le drive. Oui, mais dans les centres-villes, on était à l'heure du drive piéton. Oui, c'est encore un phénomène. Il y en a 500 ou 600 en France. Ça reste un nouveau phénomène. Les drives physiques dans lesquels on va en voiture, c'est un modèle c'est le modèle gagnant du Covid. Ouais. Ça baisse un peu en 2021, mais pas tant que ça. Donc vraiment, ça a conquis des clients. Et le e-commerce alimentaire, c'est le drive. La livraison à domicile, c'est l'épaisseur du trait aujourd'hui. Et après 20 ans. Ça le restera.
Mais alors, ces nouveaux acteurs, là, la vingtaine de nouveaux acteurs, c'est vrai que c'est des modèles qui sont complètement nouveaux, qui sont extérieurs aux distributeurs, même s'ils mettent un peu d'argent ou s'il y a des partenariats. Picnic, ils travaillent avec Cora. Oui, tous, ils ont levé 600 millions d'euros quand même, les gars. Oui, c'est sérieux. Hein. Voilà, faut le prendre en considération. Moi, je pense que c'est une solution pour les villes. Les villes, c'est compliqué pour les distributeurs. C'est compliqué pour les histoires, enfin les livraisons c'est compliqué, les clients sont pas là, comment on fait pour livrer? Donc ces systèmes-là sont des très bons systèmes pour les villes. Yeah. Maintenant on est ça foisonne, il y en aura sûrement pas 20 à la fin. Trier voilà. Le bon grain de livret. Vas-y Rodolphe. Je partage à 100% ce que dit Karine, c'est vrai. Hein, le drive. Les villes, c'est là que sont les gens quand même, c'est là que sont les clients, les consommateurs. Le drive a démontré sa performance dans la ruralité, la périurbanité. D'accord. Lorsqu'on est en centre-ville avec une forte densité de population, les drives piétons, il y a eu beaucoup d'expériences. Ça marche pas, en fait. Ça marche assez peu. Ouais. Tous ces modèles-là, en fait, ils ont comme rêve de devenir demain le réfrigérateur du consommateur. C'est-à-dire de dire, finalement, ne stockez plus, ne faites plus rien chez vous, etc. Vraiment, quelque part, vous avez en bas de chez vous un réfrigérateur qui est le vôtre, qui vous attend, etc. Et donc, c'est un peu ça l'idée de tous ces modèles. C'est pour ça qu'on appelle ça les dark stores, etc. C'est vraiment des logiques qui sont logistiques, avant tout. Hein. C'est vraiment une efficience de la logistique et qui, après, pourrait amener à une efficience commerciale en se disant, finalement, dans les logiques de fidélité, et ça rejoint notre histoire d'abonnement, etc., on sait très bien que pour offrir ce maximum de services dont on parlait tout à l'heure, on dit, voilà, les distributeurs commencent à goûter à l'abonnement, dans ces formules d'abonnement, on va se dire, attends, grâce à ces nouveaux systèmes, on va vous offrir aussi un service de livraison et de disponibilité de vos produits grâce à ces dark stores et à tous ces modèles. C'est un peu ça. Il y a deux exemples qu'il faut regarder de près. Donc, vous prenez par exemple la Chine déjà. La Chine, pré-Covid, on était à peu près à 20% du commerce alimentaire qui se distribuait via du e-commerce. Ce qui est colossal. C'est-à-dire qu'en France, on est à 8. Donc, et encore, comme vous disiez très justement, ça a fortement progressé. Donc, on était à 20% pré-Covid. Là, aujourd'hui, post-Covid, on est à 35%. C'est-à-dire 35% du commerce alimentaire aujourd'hui qui est acheté via le... Qui est acheté par des gens qui ne vont pas dans le magasin. Exactement. Voilà. Donc ça, mais ça peut être des formules de drive et des choses comme ça. Oui, non, ils se font livrer. Ils se font livrer. D'accord. En Chine, et en fait, c'est vraiment rien. Donc ça, c'est un premier sujet. En plus, quand on parle d'alimentaire, on parle de le repas du midi, etc., etc. Donc on est entre, effectivement, l'alimentaire et la restauration, en fait, un peu comme Uber Eats, etc. Ça, c'est la Chine. Et puis, il faut regarder les États-Unis. C'est la bataille aujourd'hui qui a lieu aux États-Unis entre Walmart, Target, des gens comme Kroger et des gens comme Amazon, se fait aujourd'hui sur la livraison. Ouais. Donc sur des offres d'abonnement, et puis vas-y, moi je te livre devant la porte, et je te livre si tu me donnes la clé juste pour ton frigo. Ouais, la serrure connectée, tout ça. Donc, et tout, avec des fréquences de passage qui sont très très hautes, hein, c'est-à-dire qu'on passe plusieurs fois par semaine, etc. Donc on est dans une bataille de la livraison qui est totale, et du coup arrive le drone, les navettes autonomes. Il y a une petite boîte, c'est pas une petite boîte, ça s'appelle Nuro aux États-Unis, qui commence à livrer l'alimentaire pour Walmart par exemple, et on voit qu'il y a un engouement pour ce type de service. Donc, je ne veux pas jouer les Cassandres et faire peur aux distributeurs, mais pour moi, la livraison, quand vous êtes une famille plutôt périurbaine, d'ailleurs, parce que je pense que les gens, c'est pas exactement ce que disent les chiffres. Les chiffres disent que les urbains ont plutôt tendance à descendre parce que c'est la sortie. On l'a vu d'ailleurs pendant le couvre-feu. Moi, quand j'ai fait un observatoire, les Parisiens, 65%, étaient malheureux de ne pas pouvoir faire du shopping parce que ça fait partie de la qualité de vie finalement. Donc les urbains continuent à aller faire leurs courses en magasin et à descendre parce que c'est en bas, même s'ils se font livrer parfois. Mais les gros consommateurs sont périurbains. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont été obligés de s'extraire un peu des villes, d'habiter en première ou deuxième couronne. Ils ont des ados. Les deux bossent. Ils font des trajets déjà pas mal en voiture, et pour arriver à mettre à peu près tout le monde d'accord et s'organiser, que ce soit le père ou la mère, en fait, se font livrer parce que ça facilite la vie et ça la rend un peu plus supportable. Donc on est un peu dans il y a un vrai je signe. Il y a un vrai engouement chez les jeunes. Bon, mais le risque pour la grande distribution, c'est de se faire désintermédier par l'ensemble de ces boîtes qui vont être d'une efficacité redoutable sur la logistique, qui pourront jamais suivre. Il risque de se passer ce qui se passe à peu près dans les tous acheter. Les marchés. Oui, c'est qu'on perd de l'argent.
parce que c'est des modèles qui gagnent pas d'argent ou très peu. On perd de l'argent, on valorise parce qu'on va conquérir de la part de marché, ce qui a très bien réussi Amazon pendant des années, parce que Amazon Et on se vend, et on se vend ensuite. quand même tout récemment. Et puis un jour, ça finit. Soit ils arrivent à craquer le modèle. Ouais, sauf que c'est pas leur métier, quoi. Soit ils se font racheter. Comment? Sauf que c'est pas leur métier aux distributeurs. Je comprends, c'est un autre truc, quoi. En l'occurrence, on parle de la logistique. Oui, je te parle de la logistique, de l'ultra dernier kilomètre. Et ça fait partie du métier de la distribution. Ouais, d'accord. Même la puissance et la force de la grande distribution. d'accord. On l'a vu pendant le confinement. C'est-à-dire que pendant le confinement, à un moment, on a appuyé sur un bouton. L'État a dit on ferme tout. Qu'est-ce qui est resté ouvert avec un marché tout seul? C'est les magasins. Il y a eu quelques ruptures dans les rayons et tout le monde se dit attends, il y a 50 000 références, il en manque 2 000, qu'est-ce qui se passe? Mais ça a quand même bien fonctionné. Non mais Rodolphe, le fait d'aller chercher le produit, de l'amener dans le magasin, d'être super efficace, etc., c'est une chose. Mais là, il faut le mettre dans le magasin, puis le sortir du magasin et l'amener chez moi. C'est autre Je chose. suis absolument d'accord. La grande distribution, c'est la logistique industrielle. Ouais. Là, on est dans du service de précision. Il faut que le client soit là. C'est beaucoup plus complexe. Alors. Il manque un produit, le client est furieux parce qu'il a fait sa livraison. Il faut quand même redescendre acheter des trucs. Donc, on est dans de la précision à l'individu. Et c'est un autre métier que la logistique industrielle des grands distributeurs. C'est sûr, mais ils ont une telle curiosité et ils ont une telle soif d'apprendre, dans tous les cas, ces distributeurs, que quand on voit au cadeau avec Monoprix, quand on voit les dark stores, la participation de Carrefour, etc., ils vont pas laisser passer le train. C'est-à-dire que quelque part, ils vont se greffer dessus, ils vont s'irriguer et normalement, ils devraient y arriver. Quand même. Mais plus par accord que par intégration pour l'instant. Oui, pour l'instant, aujourd'hui, c'est un peu comme ça que ça marche. Ouais. Il reste 6 minutes. Qu'est-ce que j'ai oublié? Un élément fondamental, en fait, qui est vous dans votre tête d'expert, mais qui n'est pas moi dans ma tête qui regarde ça d'un peu loin. Non, moi, un petit phénomène d'actualité qui m'a amusé, c'est Zara. Mais on n'est plus. Ah oui, on est dans le grand retail, quoi. Oui, voilà. Grand retail. Ça m'a amusé de voir cette enseigne qui finalement avait éclaté son modèle avec plein de petites surfaces et est revenue à des grandes surfaces. Comme quoi, finalement, on parlait tout à l'heure des très grands hyper qui étaient un peu en difficulté. Zara, lui, refabrique des très très grandes surfaces de vente et ça marche. Donc ça veut dire que dans l'ensemble des sujets qu'on a vus là, la surface, size matters. La surface reste aujourd'hui un sujet qui est un sujet clé. La surface est un sujet clé et trouver la juste surface est compliqué. On a longtemps lu ces dernières années, voilà exactement, en disant là ces dernières années c'est small is beautiful. Et on voit qu'on a une grande enseigne comme Zara qui fait le phénomène inverse et qui trouve sa clientèle et qui trouve sa performance. Et ça, moi, je trouve que c'est aussi quelque chose que même les hypermarchés devraient regarder. Oui, parce que dans l'histoire de l'abonnement, il y avait aussi expérimenté le multiformat, justement, permettre aux consommateurs d'aller par lui-même expérimenter tous les formats. Vincent, un truc important que j'aurais oublié Il y a un truc qui me paraît important, c'est ce que j'ai vu de moi dans les observatoires qu'on a pu mener, c'est la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire cette demande aujourd'hui, alors on est rentré quand même dans un cycle inflationniste. Oula, j'en sais rien ça, Vincent. Du calme. Pour l'instant, on est quand même... Grand débat. Mais un cycle, c'est le mot de cycle qui... Oui, voilà. Donc on a peut-être une phase d'inflation, on verra bien. Une période ponctuelle inflationniste, j'ai pas de souci. Peut-être que ça va pas durer, j'espère que ça va pas durer, mais en tout cas, il y a quand même, on s'aperçoit qu'il y a des enseignes et des difficultés d'approvisionnement pour certains produits. Aujourd'hui, vous prenez le vélo, par exemple, c'est très compliqué d'avoir un vélo neuf. Et donc, ça pose quand même pas mal la question du modèle demain qu'on veut pour la France, et je pense que l'élection, ça va être un moment important pour ça, du moment pour la France de décider quelle est la part des denrées qui sont vendues dans les supermarchés, les hyper, les machins, et qui sont souverains. Et ça, je pense que c'est un sujet dont on parle assez peu. Ouais, mais c'est important parce que si vous regardez la proportion aujourd'hui de ce qui est produit en France ou en Europe et qui est vendu dans les supermarchés ou les hypermarchés, je vais pas vous donner de chiffres. Si. Non, je vais pas vous donner de chiffres parce que ça fait très très peur. Mais pourquoi ça fait peur? Parce que c'est très faible. Pas peur, moi. Parce que c'est très faible. C'est très très faible. Et je vous assure que c'est très très faible. Et donc je pense qu'il y a un sujet là, mais qui est pas lié à l'alimentaire, qui dépasse d'ailleurs largement le cadre alimentaire, mais qui est un sujet de se poser la question de jusqu'où on est dépendant d'un certain nombre de pays, notamment dans l'alimentaire. Et je pense que ça fait partie des défis que les distributeurs... Parce que le sujet sur l'alimentaire était un sujet de santé.
globalement, l'histoire du Made in France, c'était pas de la souveraineté, c'était une forme de réassurance, parce qu'on se disait c'est français donc c'est bien fait, il y a moins de saloperies à l'intérieur, il n'y a pas les poulets lavés à la caution française, à l'eau de Javel, enfin voilà, tout ça. La caution française, elle est importante. Bon, et tu crois, toi, que la notion de souveraineté maintenant va arriver on l'a vu pendant le couvre-feu, et pendant voilà, on a vu que les Français achetaient plutôt chez les petits producteurs, avaient une demande de bio, avaient une demande de produits locaux. Oui, mais pas pour la souveraineté. Ah, mais le mot parce que c'est meilleur pour moi. Moi, je posais carrément, vas-y. La question. Le mot souverain, il est ressorti plein de fois. Donc moi, je sais que c'est toujours un mot. Même moi, quand je l'utilise, je me dis quand tu utilises le mot souverain, oh là là, Vincent, qu'est-ce que tu fais ressurgir comme valeur par rapport à ça? Ouais. Bon, moi je vous dis, ça fait partie des sujets qu'il faut garder en tête. Karine, qu'est-ce que j'ai oublié? Enfin, on l'a pas oublié, on en a parlé. Pour moi, la transition alimentaire est probablement le mouvement le plus important dans la grande distribution. Ça impacte tous les consommateurs. Comme je disais, c'est 60% des consommateurs qui disent que ça rentre dans leur décision d'achat. Et tout va dans ce sens-là, que ce soit le cadre juridique qui va devenir de toute façon de plus en plus contraignant sur les emballages, sur les surfaces, etc. Donc c'est probablement sur les trajets surtout. En fait, c'est toute notre mode de consommation qui demande à être repassée au crible. Donc c'est vraiment un sujet qu'il faut suivre et sur lequel les consommateurs sont partis. Donc, Et juste pour terminer, parce que ça c'est quelque chose dont on parlait beaucoup et puis qui est en train finalement la disparition des caissières. Enfin, c'est-à-dire l'idée qu'il allait y avoir un bain de sang social en fait dans la grande distribution avec la digitalisation de l'ensemble des magasins. Moi, je me souviens d'avoir discuté avec le patron de Super U qui disait mais non, jamais, on les réaffectera ailleurs parce qu'on en a besoin. Voilà. Oui, mais ça c'est. Je pense que l'hôtesse de caisse aujourd'hui, moi, je conseillerais aux hôtesses de caisse quand même de se poser la question d'un remplacement ou de penser à leur futur. Rodolphe. Alors, il y a eu des expériences qui ont été menées avec des magasins sans caisse. Et donc sans caissière, entre guillemets, avec des caisses, mais sans caissière ou sans caissier, parce qu'il n'y a pas que des femmes, il y a aussi de plus en plus d'hommes, heureusement. Et donc dans cette logique, ces expériences, très vite, on a remis des caissiers et des caissières, pour la simple bonne raison, c'est que la fidélité des clients, elle vient aussi de là. Je rappelle l'expérience de nos amis Tesco en Angleterre, qui avaient même mis en place ce qu'ils appelaient la slow lane, c'est-à-dire une ligne de caisse dans laquelle le caissier ou la caissière allait s'engager à prendre le temps de parler avec vous pendant qu'on allait faire la caisse. C'est vrai. Non. Si, c'est vrai. Et ça existe encore, ça? Oui, ils ont fait le truc, mais pour te le montrer à toi, pour que ce soit dans les bouquins. Ça s'appelle la slow lane. Et donc, à partir de ce moment-là, vous êtes une personne âgée, vous avez envie de prendre le temps à la caisse, vous êtes avec des enfants en bas âge ou quoi que ce soit, vous n'avez pas le stress, vous rentrez dans cette caisse, on va prendre le temps, on va se poser. Tout le monde et le Amazon Go, oui, mais toute petite surface. Go, moi, je l'ai tu racontes ça dans ton bouquin. Ouais. Moi, je l'ai éprouvé. Je pense que c'est ça l'avenir. Je pense que les toutes petites surfaces. Je pense que la difficulté des tests qui ont été faits souvent, c'est que en fait, vous vous retrouvez à mettre vos paniers dans un truc, à scanner, à machin, à faire tout le boulot. Donc forcément, les gens préfèrent finalement que la caissière le fasse. Mais quand vous êtes dans un Amazon Go ou un Amazon Go Grocery, en fait, vous sortez comme ça librement. C'est très impressionnant. Difficilement imaginer que très impressionnant. Je peux difficilement imaginer que les gens préfèrent la caissière après parce que vous sortez, vous n'avez pas l'impression d'en payer, et puis c'est immédiat. Donc il y a plus. On paye quand même. Les amis, j'ai adoré. Pas de problème. On refera ça dans quelques mois. Merci. Ça va être absolument passionnant. Et on se retrouve demain pour Bismart.